Le bouclier de l'humanité, les domaines adeptes, a veillé sur l'impérium pendant 10 000 ans. Derrière les plaques de céramite et les lentilles impénétrables de leur casque, que trouve-t-on? Comment un demi-dieu n'est-il de la chair mortelle? Quelle alchimie sacrée et terrible transforme un garçon en une créature dont la vie est une guerre sans fin? La réponse n'est pas dans les prières, ni dans la doctrine, mais dans un artifice biologique ancien, plus proche d'un culte que d'une science ordinaire. Au cœur de cette transfiguration, résidant à la fois don et malédiction, l'héritage du maître de l'humanité lui-même, le gène semence, la clé de la création du surhomme. On nomme gène semence cette essence sacrée, cette matrice génétique qui permet la métamorphose d'un adolescent mortel en guerrier suprahumain, un Space Marine. Six substances d'une complexité épouvantable, assemblage de cellules germinales, virus et micromécanismes conçus par un génie biomécanique dont l'ampleur dépasse la compréhension des simples apothicaires. Ces éléments forment des organes uniques, organes qui seront implantés dans le corps du candidat, déclenchant des cascades de métamorphose irréversibles. L'histoire du gène semence commence dans les laboratoires secrets du maître, enfouis au cœur des Himalayas du 30e millénaire. Là, avec les savants du département biotechnologique, il façonna la technologie à partir du matériel génétique de 20 primarques, un modèle primordial, la source originelle du code qui engendra les anges de la mort de l'empereur. Dans les termes pratiques, le gène semence désigne surtout la matière précieuse qui mûrit dans les glandes progénoïdes d'un Space Marine. À la fin du cycle, l'apothicaire l'extrait avec une révérence teintée de superstition, car de ce germe naîtront les frères de bataille à venir. Chaque gène semence porte la matrice pour 19 organes implantables, et beaucoup d'entre eux sont de nature neuronale. Leur greffe est souvent un rituel d'endurance où le candidat doit rester conscient. L'usage d'anesthésiants atténuant l'esprit est prohibé. Certains organes se cultivent in vitro à partir d'échantillons, d'autres s'implantent directement, se développant en symbiose douloureuse avec la physiologie du sujet. La survie même d'un chapitre dépend de son stock. Sans gènes semences viables, il n'y a pas d'avenir. Les implants gouvernent les transformations métaboliques les plus profondes. En codant des machines virales capables de remodeler la chair au niveau cellulaire, le gène semence reconstruit l'homme selon des schémas bioarchitecturaux rédigés par le Seigneur de l'humanité. Depuis la genèse des Space Marines, il n'exista pas d'unique protocole. Chaque chapitre développa ses rites et méthodes. Ces pratiques prennent leur source dans l'époque expérimentale de la première fondation, lorsque 20 légions naquirent. Les loups de l'espace pressaient le sang dans le rite de l'endurcissement. Les Iron Hands mettaient à l'épreuve la foi du poignet. Les White Scars célèbrent la lune relevée. Les Blood Angels sacralisent l'insanité. Beaucoup, cependant, perdirent au fil des millénaires certaines connaissances, y rendant la culture de certains organes impossible. Le premier implant, le cœur secondaire, est le plus simple. Ressemblant à une version réduite du cœur humain, il s'intègre dans la cavité thoracique et s'unit au système circulatoire. Sa fonction, multiplier l'endurance. Il livre aux muscles un apport d'oxygène et de nutriments prodigieux par un débit circulatoire qu'un humain ne peut atteindre. En bataille, il est la dernière ligne de survie. Si le cœur primaire tombe, le cœur secondaire peut maintenir la vie jusqu'à l'arrivée de l'apothicaire. À proximité de l'hypophyse s'implante l'osmodule, ou cœur de fer. Connecté au système endocrinien, il sécrète une hormone de croissance spécialement conçue. Associée à une diète enrichie en microparticules céramiques, cette hormone déclenche une hypertrophie squelettique et musculaire vertigineuse. En 2 années standards,
Le néophyte voit son corps se transformer, gagnant en taille et en masse jusqu'à 7 pieds et demi. Les côtes fusionnent parfois, formant une cuirasse osseuse capable de résister aux projectiles. Le troisième organe, le biscape, forge de la force, est une sphère située dans la cage thoracique. Par libération hormonale, il provoque une croissance explosive des masses musculaires, conférant une force colossale. Ces deux implants, osmodule et biscape, s'implantent généralement dès l'adolescence, parfois simultanément. Le quatrième, l'hémastamine, le faiseur de sang, s'insère dans une artère majeure. Son action alchimique modifie la biochimie du plasma, optimisant le transport d'oxygène. Le sang d'un Space Marine devient d'un rouge saturé, symptôme de son efficacité surhumaine. L'hémastamine régule aussi l'activité des autres organes, stabilisant l'orchestration fragile du corps en mutation. L'araman, l'organe guérisseur, est une excroissance ressemblant à un foie. Il produit des cellules laminaires, entités biologiques synthétiques qui, comme des plaquettes accrues, scellent les blessures à une vitesse prodigieuse, formant des tissus cicatriciels et repoussant l'infection. Associé aux autres implants, l'araman rend légendaire la résilience des guerriers transhumains. Le nœud catalypsien, l'insomniaque, s'insère dans le tronc cérébral. Il permet une alternance séquentielle des régions cérébrales, ménageant des phases de repos sans sommeil complet. Ainsi, un escadron peut tenir des veilles prolongées. Si l'abus de cette capacité entraîne hallucinations et psychoses, les annales mentionnent des périodes d'épuisement psychosensoriel que nulle foi ne guérit. Ces premiers implants ne sont que l'amorce d'une mécanique infernale qui court sur des dizaines d'organes. Le rituel de transformation devient religion. Traits chirurgicaux se mêlent à l'incantation et chaque chapitre préserve ses rites comme des reliques. Là commence la véritable histoire, des décennies de croissance, d'épreuves et de sacrifices modelant des mortels en armes vivantes. La transformation ne s'achevait pas avec la pose des derniers organes. Ce n'était là que la charpente. L'édifice réel, celui que l'impérium exigeait, se construisait dans l'esprit. Les années suivantes furent consacrées à ce que les chapelains nommaient la dissolution de l'homme. Chaque souvenir d'enfance, chaque attachement profane, chaque faiblesse émotionnelle devait être identifié, disséqué, puis brûlé. Les néophytes étaient conduits dans des cryptes de méditation où des catacombes entières résonnaient de litanies martelées jour et nuit. Là, on leur enseignait que la pitié est une chaîne, que la peur est une trahison, et que l'individu n'est rien face au devoir. Les rêves eux-mêmes devenaient des champs de bataille. Les hypnodoctrinateurs injectaient des visions de guerre éternelle directement dans le cortex, y remodelant les circuits neuronaux pour que la violence devienne instinct et l'obéissance réflexe. Certains esprits se fracturaient. Les cris des rejetés résonnaient parfois derrière les portes d'adamantium, étouffés par les chants sacrés. Ceux qui échouaient n'étaient pas pleurés. Leur chair servait la science, leurs os devenaient reliques d'avertissement. Le chapitre n'avait pas besoin d'hommes brisés. Il exigeait des armes parfaites. Lorsque la phase psychique s'achevait, les survivants entraient dans les épreuves physiques, des marches de plusieurs centaines de kilomètres sous des cieux irradiés, des combats à main nue dans des arènes de pierre, jusqu'à ce que le sang noircisse le sol, des semaines entières sans sommeil, où seuls ceux capables d'activer consciemment leur catalepse cérébrale demeuraient conscients. Peu à peu, les recrues perdaient leur nom. Ils devenaient des matricules, puis des désignations tactiques. L'identité individuelle s'effaçait, remplacée par l'ombre immense du chapitre. Chaque victoire, chaque cicatrice appartenait désormais à quelque chose de plus grand. Le premier déploiement n'était jamais glorieux. Aucun chant, aucune bannière claquant au vent.
seulement le grondement sourd des moteurs et l'odeur de l'huile sacrée. Les néophytes, désormais appelés frères scouts, recevaient leurs premières armes et une armure incomplète, symbole de leur statut imparfait. Ils furent largués sur un monde frontalier, un nom déjà oublié par l'administratum, une planète grise, étranglée par des ruines industrielles et des villes-mondes à moitié mortes. L'ennemi n'était pas une légion démoniaque, mais quelque chose de plus commun, et donc plus révélateur, des humains révoltés, affamés, corrompus lentement par le chaos. Les ordres étaient simples: observer, infiltrer, survivre. La première balle qui siffla brisa toute illusion. Le scout sentit l'impact résonner dans son plastron, sans la douleur filtrée mais réelle. Il comprit alors que l'armure n'était pas une promesse d'invincibilité, seulement un sursis. Autour de lui, les civils insurgés hurlaient, tiraient, mouraient. Leurs visages étaient ceux de la misère, pas du mal absolu. C'est là que se forgeait la véritable loyauté. Tuer sans haine, avancer sans doute, obéir même lorsque l'ordre déchirait ce qu'il restait de l'homme. Au fil des jours, les scouts apprirent à chasser dans les ruines, à se fondre dans l'ombre, à frapper vite et disparaître. Ils virent des familles entières exécutées pour l'exemple, des temples purifiés par le feu orbital, des villes rayées des cartes stratégiques. Certains hésitèrent, peu survécurent. À la fin de la campagne, ceux qui restaient furent rassemblés devant leur capitaine. Aucun éloge, aucun réconfort, ou seulement une phrase: « Vous avez servi, vous continuerez ». Cela deviendrait peut-être, un jour, des Space Marines à part entière. Lorsque les survivants de la phase scout furent rappelés sur le monde forteresse du chapitre, ils ne revinrent pas en héros. Ils revinrent comme des matériaux validés, des ressources qui avaient prouvé leur utilité minimale. Le vaisseau de retour pénétra l'orbite dans un silence quasi religieux, escorté par des statues colossales de croiseurs antiques figés dans l'espace comme des saints momifiés. Les scouts furent conduits un à un dans la salle des noms perdus. Là, sous une voûte tapissée de plaques de marbre noir gravées de milliers de noms, on leur rappela une vérité fondamentale. Aucun d'eux n'était destiné à être immortel. Seuls ceux dont les actes serviraient le mythe seraient inscrits à jamais. Les autres disparaîtraient sans trace, dissous dans la statistique sacrée de la guerre. C'est la cérémonie d'élévation commença par l'implantation finale, la progénoïde. Organe sacré entre tous, elle contenait l'essence génétique du chapitre. 2 glandes furent implantées, l'une dans le cou, l'autre dans la cage thoracique, destinées à être récupérées à la mort du guerrier. Ainsi, même dans la destruction, le Space Marine devait servir. Lorsque l'apothicaire referma les incisions, le chapelain s'avança. Sa voix résonna dans l'amphithéâtre comme un verdict cosmique. Chaque scout reçut alors un nouveau nom, choisi non pour honorer l'homme qu'il avait été, mais pour symboliser l'arme qu'il devait devenir. Les anciens noms furent interdits, considérés comme des hérésies privées. Puis vint l'armure. La première fois qu'un néophyte entrait dans une armure énergétique complète, ce n'était pas une victoire, mais un combat. Les fibres musculaires artificielles se lièrent au corps, les interfaces neurales transpercèrent la chair, et la machine-esprit de l'armure testa son porteur. Ceux jugés indignes furent rejetés, parfois littéralement écrasés par le poids de la bénédiction mécanique. Lorsque l'armure s'ancra enfin, le monde changea. Les sons devinrent des données, la vision, un flux tactique, le corps, une plateforme de destruction. L'homme qui existait autrefois ne pouvait plus respirer sans filtre, ni se mouvoir sans cerveau moteur. Il n'y avait plus de retour possible. Les nouveaux frères furent ensuite enfermés durant des semaines dans des chambres de méditation blindées. Là,
Ils apprirent à communier avec l'esprit de leur armure, à dominer ses instincts martiaux, à synchroniser leur rage avec les protocoles de combat. Certains échouèrent encore. Le chapitre acceptait ses pertes avec une indifférence parfaite. À la fin de l'isolement, les portes s'ouvrirent. Devant eux se tenait le chapitre au complet. Des centaines de Space Marines en armure millénaire, couvertes de sceaux de pureté, de cicatrices et de sang séché. Aucun sourire, aucun accueil, seulement le poids écrasant de l'héritage. Le maître de chapitre prononça alors les mots que peu d'humains entendent, sans mourir peu après. Vous êtes le bouclier de l'humanité. Vous ne protégerez pas des vies, vous protégerez un concept. À cet instant, le dernier fragment d'humanité se fissura. La guerre s'étendit comme une plaie purulente sur la bordure du secteur. Ce qui avait commencé comme une série de reconnaissances se mua en un siège sans merci. Les ordres tombèrent d'en haut, ordres froids et calculés qui exigeaient l'annihilation des foyers, la neutralisation des centres de résistance et l'éradication de toute trace d'hérésie. Le chapitre obéit, non parce qu'il aimait tuer, mais parce que l'obéissance elle-même était une vertu gravée dans leur chair. Ce front n'était pas un endroit pour les doutes. Les généraux du chapitre parlaient en chiffres, pertes estimées, taux de rendement en gènes semences, quantité de population civile à neutraliser pour assainir la planète. Pour eux, la guerre était une opération logistique, une méthode pour pérenniser la survie du chapitre. Mais sur le sol, parmi les ruines et les cadavres, la réalité était différente. Il y avait des mères qui pleuraient, des enfants brûlés, des prêtres qui hurlaient des malédictions et des bandits qui se cachaient dans les égouts. Ces détails, si humains, devinrent des variables qu'on encodait dans des rapports. La première grande bataille fut appelée la purification de Karas. Dans les comptes rendus, elle dura 4 cycles planétaires. Dans la mémoire des survivants, elle dura une éternité. Les Space Marines débarquèrent en escadron, des éclairs d'acier et de feu. Les canons orbitaux broyèrent les banlieues en une bouillie de béton et de tiges métalliques. Le ciel s'enflamma d'une pluie de cendres. Là où les civils se cachaient, les mines de la mort, des dispositifs enterrés qui explosaient à la simple proximité d'un battement cardiaque, furent déclenchés pour isoler les poches de résistance. Les combats au sol furent plus personnels. Les adversaires n'étaient pas des démons, mais des hommes, des conscrits affamés, des cultistes fanatiques, des commandos de fortune. Le choc titanesque entre l'acier énergétique et la chair humaine produisit des scènes que même les plus aguerris trouvèrent éprouvantes. Les armes à projectiles déchiquetaient des membres, les grenades curvèrent la pierre en fendures sanglantes, et parfois, quand la bataille s'achevait, il restait une odeur de fer, d'huile et de prières sacrées brûlées. C'est au milieu de ce carnage qu'apparurent les premières preuves de corruption. Des néophytes nouvellement couronnés montrèrent des tics subtils, un regard qui restait trop longtemps fixé, une convulsion musculaire, des rêves brisés. Les apothicaires consignèrent ces incidents dans des carnets à reliure de cuir, notant l'heure, le statut de l'implant et l'exposition au warp. Les technoprêtres de l'Adeptus Mechanicus furent alertés et des machines analyses furent dépêchées pour cribler le gène semence. La vérité, quand elle émergea, fut plus effrayante que la rumeur. Certaines régions du monde avaient été souillées par des énergies warpiennes. La bataille avait attiré l'attention de puissances qui se nourrissaient de peur et de haine. Ces tensions psychiques, faibles au départ, s'amplifièrent par le sang versé et les cris de douleur. Là où la chair était fracturée, des filaments de corruption s'infiltraient dans le sanctuaire biologique des implants, altérant la précision du code. Les mutations se manifestèrent de manière diverse et imprévisible. Un escadron entier vit ses sens se tordre. La vision devint une avalanche d'images superposées,
Louis rendit des voix qui n'existaient pas. Un autre groupe développa une peau qui suintait une substance huileuse et noire, brillante, que les alchimistes d'armurerie surnommèrent la suie d'âme. Dans certains cas, des progénoïdes montrèrent des défaillances. Le prélèvement découvrit des spores et des résidus qui n'appartenaient à aucun organisme connu. L'Inquisition fut informée. Sa venue sur le théâtre fut discrète et implacable. Les agents, encapuchonnés et impitoyables, envoyèrent des interrogatoires froids et des verdicts plus froids encore. Des recrues furent retirées, des unités réaffectées et des examens rituels eurent lieu dans des salles sanctifiées par des rites oubliés. Certains chapitres coopérèrent. D'autres, craignant la perte de leur autonomie biologique, résistèrent, cachant leurs erreurs derrière des mensonges, des dénégations et parfois des exécutions silencieuses. La corruption trouva son point d'orgue quand une escouade entière se détourna. Ce ne fut pas une simple défection, ce fut une rupture ontologique. Les soldats ne perdirent pas seulement leur humanité, ils devinrent des vecteurs. Dans la nuit qui précéda l'attaque, des murmures parvinrent du camp ennemi. Chants incompréhensibles, cris d'extase malsaine. Quand l'escouade frappa, elle le fit avec une coordination terrifiante et des gestes qui semblaient danser en dehors du temps. Leurs yeux luisants d'un éclat non humain scrutaient la nuit, et leurs lames, quand elles s'abattirent, semblaient obéir à une volonté étrangère. Le chapitre répondit avec une brutalité administrative, destruction ciblée, exécution de ceux qui avaient causé la contagion, quarantaine des secteurs touchés. Pourtant, chaque purge laissait des cicatrices, non seulement sur la chair, mais dans la généalogie du gène semence. Les apothicaires, pressés, durent effectuer des prélèvements précipités pour préserver suffisamment de matériel. Des tites furent envoyés en masse vers Mars, où l'Adeptus Mechanicus manipula, scruta et tenta de purifier. Mais la purification est un art inexact. Chaque lavage ôte aussi un peu de matière, et avec elle, des variantes génétiques qui donnaient autrefois au chapitre sa force unique. Dans les semaines qui suivirent, une loi non écrite prit forme, la priorité aux gènes semences. Les pertes humaines importaient moins que la survie de la semence. Des villages furent épargnés, non parce que leurs habitants étaient innocents, mais parce que leur génotype promettait une recrue valable. Des familles furent déportées pour servir de bancs de reproduction, choisis par des critères froids et biométriques. Les maisons devinrent des laboratoires, et l'amour, quand il existait encore, fut calculé en pourcentage d'adéquation allogénétique. Ce basculement moral divisa intérieurement le chapitre. Certains officiers, rongés par la culpabilité, prêchèrent le retour aux rites anciens. D'autres, plus pragmatiques, défendirent la logique du sacrifice utilitaire. Le maître de chapitre, figure austère et inébranlable, ne montra ni pitié ni indulgence. Pour lui, toute faiblesse était un luxe que l'impérium ne pouvait se permettre. Pourtant, au cœur du désespoir, naquirent des gestes d'humanité clandestine. Un apothicaire cacha un échantillon volé dans un tombeau, le scella avec des prières interdites. Un capitaine versa dans la nuit des vivres à une mère et sa fille en cachette. Ces actes, maigres et dangereux, furent les seules étincelles qui rappelèrent aux guerriers ce qu'ils avaient perdu. La bataille de Carras prit fin sans victoire claire. Le chapitre conserva le contrôle stratégique, mais à quel prix? Le gène semence avait été appauvri, des rites avaient disparu, et dans l'ombre, la graine d'une crise plus vaste avait été semée. Les rapports officiels inscrivirent une victoire. Les apothicaires inscrivirent des pertes silencieuses. Et sous la peau des nouveaux frères, quelque chose avait changé. Un écho lointain, un frisson que l'on ne pouvait martyriser par décret. Les jours qui suivirent la purification de Carras
furent pleins d'une tension sèche, comme la peau d'un cadavre prêt à craquer. Le chapitre pesa ses pertes, compta ses viales et constata l'implacable vérité. Le gène semence s'amenuisait. Là où jadis le futur se distribuait en floraison génétique, il n'y avait plus que parchemin usé et échantillons fragiles. Ce manque ne provoqua pas une tempête de larmes, il provoqua un calcul. Le sort d'un monde, d'une planète colonie ou d'un millier de vies devint une variable dans une équation biologique. Les apothicaires, gardiens du sang, furent assiégés d'appels. Des capitaines exigèrent du matériel, des conseils et des certitudes que la science ne pouvait plus promettre. Des rumeurs coururent. Des têtes de chapitre se voyaient proposer des accords secrets par des représentants de Mars. D'autres capitaines signaient des mandats pour l'enlèvement de vivants au profil génétique utile. La guerre devint simultanément plus brutale et plus précise, une mécanique chirurgicale destinée à récolter plus qu'à détruire. À l'ombre des flottes, un débat empoisonné rongea les hautes salles. Certains commandants plaidèrent pour la conservation stricte, maintenir la foi au codex, limiter les initiations, préserver ce qui restait sans l'exposer à la pourriture du warp. D'autres prônèrent l'expansion, fonder de nouveaux centres de reproduction, utiliser tests slave et laboratoires clandestins, étendre la portée du chapitre au-delà des limites anciennes. Le maître de chapitre, entouré de sceaux et de larmes sèches, garda le silence qui pesait comme une sentence. Il feuilletait des registres centenaires, cherchant dans les chiffres une route qui n'entraînerait pas la damnation. Les choix que firent les hommes d'armes furent souvent des trahisons envers eux-mêmes. Dans une nuit sans lune, un escadron fut envoyé clandestinement vers une colonie agricole réputée pour la robustesse de sa population. Les habitants, paysans et forgerons furent éveillés par des commandes tranchantes. Enlèvement, prélèvement, détachement emportant enfants et vieillards. Seules quelques arrestations occidentales s'élevèrent dans les rangs des marines, condamnées comme lâcheté, tandis que la plupart acceptèrent la logique du sacrifice pour la postérité du chapitre. Mais la biologie résiste à la tyrannie des chiffres. Les prélèvements hâtifs produisirent des organes de qualité inférieure, des lignées fragiles. Les apothicaires tentèrent alors d'assembler des mosaïques génétiques, recomposant des segments de séquences pour restaurer des fonctions perdues. Ce patchwork produisit des aberrations, marines au souffle rauque, yeux incapables d'accommoder la lumière changeante, ou esprits aptes à des fugues hallucinatoires. Chaque tentative de réparation laissait dans son sillage des créatures qui n'étaient ou plus pleinement humaines, ni pleinement machines. C'est dans cette atmosphère que surgit le rituel du noyau, une pratique interdite, ancienne et suggérée par des textes arrachés des bibliothèques du Mechanicus. Selon ces manuscrits, un noyau, un concentré de gènes semences hautement purifié et catalysé par rite biologique, pouvait être stabilisé et réensemencé dans un laboratoire sanctifié. Mais pour activer le procédé, il fallait un catalyseur vivant d'une puissance inconnue, un sacrifice volontaire d'un échantillon entier, une matrice humaine sacrifiée pour charge l'artefact. La proposition fut reçue comme une hérésie par certains et comme un miracle par d'autres. Les chapelains levèrent la voix contre l'idée. Sacrifier un frère pour un artefact, c'était un acte d'orgueil contraire à la volonté de l'empereur. Les apothicaires, pour la plupart, restèrent silencieux, calculant la faisabilité. Le maître de chapitre prit la décision la plus cruelle qui pût exister. Il autorisa une expérimentation limitée, sous contrôle rituel et dans le secret le plus absolu. Un frère volontaire fut choisi, un vétéran marqué par la guerre, obsolète à cause d'un plan défaillant, mais fier encore de son service. Et son nom ne fut pas inscrit dans les registres destinés à l'honneur.
Il fut gravé sur une pierre scellée, entourée de prières et de menaces. La cérémonie se déroula dans le sanctum des gènes, sous voûte où les données sacrées murmuraient comme des prières. L'homme fut soumis à procédures alchimiques, ses tissus broyés, ses glandes purifiées, jusqu'à ce que son essence se condense en une résine rougeâtre, viscérale, vivante et terriblement parfaite. Le noyau brilla d'une lumière interne, comme si un soleil minuscule avait pris refuge dans sa substance. Les apothicaires triomphèrent timidement. La pureté génétique atteignit un pic. Mais la création d'une relique d'une telle nature avait un coût qui ne fut pas immédiatement visible. Au départ, les tests furent prometteurs. Les organes cultivés dans le berceau du noyau démontrèrent une fidélité inconnue depuis des siècles. Les biscapes montrèrent des fibres plus constantes, les hémastamines un phénotype stable. L'espoir gagna la forteresse. Mais la joie fut de courte durée. À mesure que l'on prélevait du noyau, une rumeur tordue commença. Les marines qui reçurent ces organes voyaient parfois, dans le silence entre les missions, des visions d'un monde noyé, d'une marée d'ombres chantantes. Certains rapportèrent entendre la même litanie, un murmure qui revenait comme une goutte de poison. La contamination n'était pas physique, mais métabiologique, une empreinte harmonique, un motif de conscience qui s'ancrait dans la matrice génétique nouvellement créée. Les apothicaires comprirent rapidement qu'ils avaient, peut-être, égreffé autre chose que la pureté, une mémoire, une chaîne d'informations perceptuelles bourrée d'une histoire étrangère. Les implants, à travers le noyau, portaient désormais une mélodie cognitive qui influençait l'esprit de leurs hôtes. La peur prit la forme d'une décision administrative, infirmerie verrouillée, prélèvement limité, archives consignées sous scellé. Mais aucun verrou ne put contenir la curiosité. Un jeune capitaine, affamé de victoire et de gloire, vola un implante, un simple biscape, pour l'injecter dans un escadron d'assaut en route vers une guerre médiatique. Les résultats furent immédiats et terrifiants. Leurs assauts, auparavant méthodiques, se transformèrent en une danse rituelle, presque chorégraphique, aux tactiques inconnues et à la férocité décuplée. Les pertes ennemies furent totales. Pourtant, à leur retour, ces héros se tenaient dans les couloirs comme des possédés, psalmodiant sous cape des séquences de chiffres et de sons déformés. L'équilibre ténu s'effondra, la forteresse fut minée de doutes. Sous la surface, des voix prônaient l'exil de la connaissance, l'embrasement purificateur, la destruction du noyau. D'autres murmuraient qu'il fallait étendre le procédé, fonder des centres secrets, et devenir, par la science interdite, les maîtres d'un destin qui avait trop longtemps été incertain. Alors, comme une détonation finale avant la tempête, un message arriva du secteur voisin. Un artefact ancien venait d'être découvert, une machine sanctuaire inconnue, enterrée sous une planète morte dont l'inscription mentionnait la guilde perdue des forgerons de chair. Les sages du Mechanicus murmurèrent qu'une telle trouvaille n'était jamais innocente. Pour certains, c'était la clé qui permettrait de stabiliser définitivement la semence. Pour d'autres, la promesse d'une damnation plus vaste. Le maître de chapitre rassembla son conseil. Quelque chose devait être décidé. La forteresse résonna d'une tension qui sentait la fin des choses connues. Le prix pour préserver le chapitre, pour assurer des générations futures, avait été mesuré, calculé et payé en sang. Le prochain pas, celui menant vers l'artefact ou vers la destruction du noyau, définirait non seulement le sort du chapitre, mais peut-être l'image de ce qu'il restait de l'humanité. Il fallut enfin choisir. Le dernier acte ne commença pas par une bataille, il débuta dans le silence. Un silence ancien, lourd, presque cosmique, qui pesait sur les ruines du monde désormais nommé uniquement par un code de campagne. Le conflit était officiellement clos.
Les registres impériaux indiquaient une victoire totale. Le chaos avait été repoussé, les forces ennemies annihilées. La population locale, statut non pertinent. Les Space Marines demeuraient immobiles parmi les décombres calcinés. Leurs armures portèrent les marques d'une guerre si absolue que même les autosystèmes de réparation avaient abandonné. Le sang séché formait des motifs abstraits, mélange de sacrifices ennemis et alliés, devenus indissociables. Le chapitre avait tenu, mais quelque chose s'était brisé. Dans la nef effondrée de ce qui fut jadis une cathédrale impériale, les survivants furent rassemblés. Là où des fidèles avaient autrefois prié l'empereur Dieu, ne subsistaient plus que des statues décapitées et des icônes fondues. Le symbole même de la foi avait été purifié par le feu et le bolter. Le maître de chapitre prit la parole. Il ne parla pas de gloire, il ne parla pas d'honneur, il parla de continuité. Le bouclier ne protège pas parce qu'il aime ce qu'il défend, il protège parce qu'il ne peut pas faire autrement. Ces mots furent gravés dans les archives, ils devinrent doctrine. Pourtant, dans les circuits privés de leurs armures, certains guerriers conservaient encore des fragments interdits, des souvenirs non consignés, un visage d'enfant, une voix suppliant dans une langue oubliée, une main tendue avant l'impact orbital. Ces données n'étaient pas transmises, elles étaient portées, car c'était là le véritable héritage. La guerre contre le chaos n'était pas seulement une lutte contre des démons ou des hérétiques, c'était une guerre contre la mémoire, une tentative constante d'effacer ce qui restait de l'homme à l'intérieur de l'arme. Les apothicaires procédèrent alors à la dernière extraction. Les progénoïdes furent récupérés sur les corps des morts. Chaque glande fut traitée avec plus de respect que les cadavres auxquels elles appartenaient. La chair retournait à la cendre. Le patrimoine génétique, lui, survivait. Ainsi, des guerriers morts naîtraient de nouveaux guerriers. Le cycle demeurait intact. Dans les chambres de stase du monastère-forteresse, de jeunes aspirants furent déjà préparés. Ils ignoraient tout de ceux dont ils hériteraient la chair sacrée. Ils ne connaissaient pas leur nom, en seulement leur chapitre, et c'était suffisant. Au dernier niveau des archives, dans une crypte scellée par des sceaux inquisitoriaux, reposait un seul rapport non autorisé, un texte jamais transmis à Terra, un fragment de vérité que personne n'était censé lire. Il disait ceci: si l'humanité est un mythe, alors les Space Marines en sont le mensonge nécessaire. Ce document fut classé, scellé, enterré, comme tant d'autres vérités. Et pourtant, tant qu'un seul Space Marine se dresserait entre l'obscurité et l'espèce humaine, le mythe continuerait, même si plus personne ne se souvenait pourquoi.